en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. Tout de suite, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Les élèves se sont mobilisés, ils étaient pour la plupart vêtus de rouge, une manière pour eux d'exprimer leur colère à travers cette couleur. Et puis nous nous dirigerons vers Sainte-Rose face à la Pointe-Nogent où se joue une étrange partie de poker entre un propriétaire terrien et des occupants ex-agriculteurs en colonnage ou fermage réclamant des titres de propriété. Et nous finirons le journal avec les premières assises sur le sujet du gaspillage alimentaire. Elles se sont déroulées hier en présence d'un invité de marque, Guillaume Garot, député et ancien ministre délégué européen, auteur d'une loi votée en février 2016 pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et tout de suite, passons en revue l'actualité de la semaine. La ligne de direct de l'Urban Trail Nocturne de la Mangrove, organisée par la Ville des Abîmes, samedi soir dernier, une première édition couronnée de succès au vu de nombreuses frontales allumées dans la zone ce soir-là. Isabelle Fandrina, directrice d'Isnaya Consulting et organisatrice du village Couleur Créole à la foire de Milan début décembre. Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, est arrivé hier après-midi à l'aéroport de la Guadeloupe en voyage express dans les Antilles. Il repart samedi de la Martinique vers la France. Il est là pour faire le point sur après Irma et Maria auprès des agriculteurs et des pêcheurs. José Gérard Tossé et son invité, Séverine Parent, tous deux chanteurs et professeurs de chant, dans une conférence débat organisée hier soir à la salle Réminé Souta sur le thème de la décolonisation vocale. Et enfin, le professeur Barré Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008, après avoir co-découvert en 1983 le virus responsable du sida, le VIH, elle était mercredi matin à la rencontre des lycéens et étudiants guadeloupéens sur le campus de la faculté dans le cadre de l'Omniscience. Et nous vous l'annoncions, tous ont défilé ce matin dans la rue du lycée de Bambridge afin de se faire entendre. Les élèves se sont mobilisés. Ils étaient pour la plupart vêtus de rouge, une manière pour eux d'exprimer leur colère à travers cette couleur. Nous le rappelons, l'élément déclencheur de cette manifestation qui a eu lieu ce matin s'est passé ce mercredi. 2 élèves du lycée blessés par arme blanche par 2 personnes extérieures de l'établissement. Reportage Stanley Manicor. Aujourd'hui, ce vendredi 24 novembre, nous sommes réunis contre la violence que nous subissons. L'année dernière, il s'est passé un drame, malheureusement. Cette année, on a eu déjà 2 blessés. Nous demandons juste un soutien. Nous voulons juste être soutenus. Nous demandons la sécurité aux abords de nos établissements, sachant qu'autour de nous, il y a des écoles primaires. C'est tout ce que nous ne demandons pas un escadron de personnes, un escadron. Nous demandons un minimum. Nous voulons juste un minimum pour la sécurité des élèves des 3 lycées, de l'ensemble des 3 lycées, Jardin d'Essai, LGT Bainbridge et LPO Chevalier de Saint-Georges. Aujourd'hui, nous sommes habillés en rouge pour bien montrer que nous sommes en colère. Nous sommes contre la violence et nous sommes en colère. Nous voulons juste un soutien, un minimum de soutien vis-à-vis de la sécurité aux abords de nos établissements. Quasiment 1 an et quelques mois, malheureusement, de l'assassinat d'un de nos élèves, Johan Equinox, et on se retrouve au même endroit. Cela ne veut pas dire que rien n'a changé. Les choses ont évolué. Elles ne vont pas assez vite pour nous. C'est évident puisque ce sont nos enfants, ce sont nos élèves. C'est notre jeunesse, elle est fragile, on convoite tout ce qu'ils ont. Malheureusement, ceux qui sont restés à l'extérieur de l'école n'ont pas forcément le recul pour bien comprendre et analyser tout ce qui se passe. Je suis très fière de cette organisation. En tant que proviseur, c'est clair que j'étais inquiète. Surtout pour leur sécurité, toujours pour leur sécurité. Ils ont su montrer qu'ils sont des jeunes responsables. Et ils font la preuve face à toute la Guadeloupe et peut-être même au-delà de la Guadeloupe, qu'on a une vraie jeunesse qui est fière d'elle-même et qui sait ce qu'elle veut. Le message, c'est surtout, tu vois, d'essayer de positiver, d'essayer de... En fait, ça sert à rien de se blâmer ou autre, on a déjà fait ça. Moi, je pense qu'il faut trouver des activités et comme je disais tout à l'heure sur la scène, trouver des objectifs, tu vois, à réaliser en commun et essayer d'avancer en fait dans le positif. Voilà, c'est ça mon message en fait.
Déjà pour répondre à votre question, la sécurisation complète, ça ne peut jamais exister. Les forces de police, elles sont là pour sécuriser tout un territoire et des points particuliers de rassemblement de personnes et notamment les établissements scolaires font partie de ces lieux à sécuriser particulièrement. Ça fait plus de 2 ans que les effectifs de police sont régulièrement aux abords de la cité scolaire de Banbridge, matin, entre midi et 2 et pour la sortie des établissements scolaires. Alors après, parfois il y a d'autres missions qui exceptionnellement obligent la patrouille à ne pas être présente immédiatement à l'heure qui est habituellement prévue, mais ça c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. La police nationale sécurise la cité de Banbridge de manière quotidienne depuis plus de 2 ans. La présence, elle est légitime puisque moi je suis parent. Je suis au contact, comme je vous l'ai dit, avec les chefs d'établissement. Je suis commissaire central de Pointe-à-Pitre. Donc bien évidemment, je me sens concernée par ce qui se passe. À côté du travail de sécurisation, du travail de patrouille, il y a tout le travail d'enquête. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les agresseurs de cette semaine, un des auteurs est déjà interpellé et que le deuxième est identifié, sera interpellé assez rapidement. Mais voilà, derrière le travail de sécurisation, il y a tout le travail d'enquête et ce travail d'enquête est fait très sérieusement sous l'autorité du procureur de la République. Et comme vous le saviez, pour la plupart d'entre vous, le 15 novembre dernier, Yohan Adimoulon a été injustement jeté en prison pour avoir arrêté un cambrioleur surpris en pleine effraction dans la maison de ses parents. Après avoir téléphoné aux gendarmes qui ont déclaré ne pas pouvoir venir, Yohan avait donc décidé de bloquer les 2 cambrioleurs en question. Il a arrêté un en le blessant légèrement au pied, l'autre a pris la fuite. Il se retrouve actuellement en prison. La famille et les proches déclarent que si les gendarmes étaient venus suite à l'appel de Yohan, il ne serait pas en prison aujourd'hui. 2 opérations escargots ont été en cours hier matin, une partie du rond-point de Montebello-Petit-Bourg sur la RN1 vers 6h30 en direction de Pointe-à-Pitre et une autre est partie à la même heure de Perrin aux Abîmes, toujours en direction de Pointe-à-Pitre. Elles sont menées par les proches de Yohan. Voyons le reportage en images. Mobilisé parce que Yohan Adimoulon est en prison de manière injuste. Il a été jugé, ce qui est normal, mais qu'il ait reçu 6 mois ferme avec mandat de dépôt à l'audience, ce n'est pas normal. Cette sentence n'est pas juste. Et le peuple guadeloupéen a déjà exprimé son avis sur cela. Le peuple entier dit que ce n'est pas juste que ce garçon soit en prison alors qu'il a simplement arrêté un voleur. Il faut trouver les moyens pour que ce garçon puisse sortir, quitter la prison et reprendre ses activités, reprendre son travail qu'il fait aux côtés de ses parents. Les manifestants, ce sont des manifestants pacifiques. Je répète, ce sont des manifestants pacifiques. Mais même les hommes les plus pacifiques du monde, si vous les poussez à l'excès, ils sont toujours capables de se révolter. Nous ne souhaitons pas arriver là. J'espère que les pouvoirs publics vont comprendre qu'il ne faut pas arriver là et qu'il faut trouver la mesure d'apaisement pour que ce garçon puisse sortir de prison et régler la crise. Le dossier aujourd'hui en est au stade qu'il y a eu un jugement qui a été entrepris. L'opinion publique, je crois, connaît ce jugement, a un sentiment sur ce jugement. Nous sommes maintenant au stade de l'appel. La Cour d'appel a 2 possibilités. D'une part, réformer la décision et surtout, très rapidement, avant l'audience de fond, en termes de juge de liberté et de la détention, faire en sorte que Yohan sorte de prison et puisse assister à son procès en appel en tant qu'homme libre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a une famille, il a un travail, il a une adresse, il n'a aucun antécédent judiciaire. Rien ne justifie qu'il soit en détention. Rien. Au contraire, les critères qui sont les critères qui sont les siens, sont des critères qui sont aujourd'hui de nature à faire en sorte que cet homme soit dehors avec sa famille. Et nous souhaitons effectivement que cet homme-là puisse effectivement, dans le comportement qu'il a eu jusqu'au jour des faits, être un exemple pour les autres. C'est-à-dire non pas parce qu'il a tiré sur notre homme, parce que jusqu'au fait qu'on lui reproche, c'était quelqu'un qui travaillait en famille, qui construisait. Nous souhaitons que cette zone de construction puisse perdurer. Aujourd'hui, cet homme n'a rien à faire en détention. Je dis que
Oui à la justice, mais une justice égale et unique pour tous. Dès lors que la justice est discriminatoire, ce n'est pas la justice, c'est l'injustice. Et l'avocat a le droit, le devoir de le dire et d'alerter l'opinion publique à ce sujet-là. Et comme nous vous le disions, à la sortie de Sainte-Rose, face à la Pointe-Nogent, se joue une étrange partie de poker entre un propriétaire terrien et des occupants ex-agriculteurs en colonnage ou fermage, réclamant des titres de propriétaire. À cet effet, hier, nos correspondants Stanley Manicor et Chris Kevy se sont rendus devant la mairie de Sainte-Rose, où étaient les manifestants, afin de mieux comprendre le conflit qui perdure depuis plusieurs années à Sainte-Rose. Une mobilisation pour l'obtention de documents publics et les impôts payés, à savoir de 1973 à 2007. Voyons le reportage. Bon, la mobilisation, c'est le fait que nous, on veut obtenir des documents publics, à savoir l'historique déjà en premier lieu de cette usine, et en deuxième lieu, les impôts payés par cette société-là de 1973 à 2007. Dans la mesure que c'est une société, nous avons des éléments en main et que même la mairie nous a remis, que cette société-là n'existe plus sous le sol de Sainte-Rose depuis 1973. Or, l'ensemble des agriculteurs ont subi des prélèvements de 15% sur leur récolte depuis l'année 1974 jusqu'à 2007, jusqu'à 2010 où la loi a changé. Et après, le gérant voulait faire tourner un bail à ferme. Lui ont demandé son titre de propriété. Depuis ce jour, on est assigné, on est toujours perdant. Et pour nous, c'est une société qui n'existe pas sur le sol de Sainte-Rose. On veut que la mairie puisse mettre, le fait que le siège social soit à Sainte-Rose, nous oriente pour savoir bien si cette société-là a une existence légale sur le sol de Sainte-Rose. Or, on a déjà fait 2 réunions. On nous a même promis un conseil municipal extraordinaire sur le... je peux même me permettre de vous le montrer tout à l'heure, sur la non-reprise d'activité de cette société-là sur le sol de Sainte-Rose. Et là, je ne sais pas s'ils ont fait par erreur, et là, ils prennent tous la poudre d'escampette. Tout le monde se cache, mais même pas la soude, ils se cachent. Personne ne veut endosser la responsabilité parce que nous vous retrouvons, vous allez voir les panneaux, nous nous retrouvons et nous le disons haut et fort face à des brigands, face à des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, pour ne pas même dire plus loin. Il est 12h58. On va passer à la pub. Nous le rappelons, vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve après la pub. De retour sur le ZCL, nous devons recevoir notre chroniqueuse juridique Nathalie Jacobi-Coali et puis un peu plus tard également Sloane Douared, responsable en commercial et en communication de Ravinchaud. Mais faisons un retour sur les titres qui ont fait l'actualité aujourd'hui. Tous sont défilés ce matin dans la rue du lycée de Bainbridge afin de se faire entendre. Les élèves se sont mobilisés. Ils étaient pour la plupart vêtus de rouge, une manière pour eux d'exprimer leur colère à travers cette couleur. Et puis nous nous dirigerons vers Sainte-Rose face à la Pointe-Nogent où se joue une étrange partie de poker entre un propriétaire terrien et des occupants ex-agriculteurs en colonnage ou fermage réclamant des titres de propriété. Et nous finirons le journal avec les premières assises sur le sujet du gaspillage alimentaire. Elles se sont déroulées hier en présence d'un invité de marque, Guillaume Garot, député et ancien ministre délégué européen, auteur d'une loi votée en février 2016 pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Bonjour Nathalie. Comment vas-tu? Très bien. D'accord. Alors Nathalie aujourd'hui va nous parler du droit de visite et de l'hébergement. C'est bien cela? Mais tout de suite, générique. Alors, pendant cette chronique juridique, nous serons avec Naïla. Bonjour Naïla. Bonjour Tessa. Et donc avec Nathalie, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors Nathalie, dis-moi, qu'est-ce que le droit de la visite d'hébergement? Alors, le droit de visite et d'hébergement
est généralement fixé lors de la séparation d'un couple, marié ou non, ayant des enfants mineurs. À savoir que le parent chez lequel la résidence ne sera pas fixée de manière habituelle aura le droit de solliciter la fixation d'un droit de visite et d'hébergement pour maintenir des relations et un lien affectif avec l'enfant. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le droit de visite est obligatoirement fixé par la justice? Non. En fait, on va dire que le principe, c'est que ça se règle en dehors de la voie judiciaire. C'est-à-dire que si les parents s'entendent, ils peuvent très bien, de manière amiable, convenir d'un droit de visite et d'hébergement. En cas, par contre, de désaccord, mais également en cas d'accord, on pourra saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer le droit de visite et d'hébergement. Et donc, en quoi consiste le droit de visite et d'hébergement? Alors, généralement, il sera fixé en fin de semaine, c'est-à-dire que le parent chez lequel la résidence de l'enfant ne sera pas fixée pourra recevoir son enfant mineur chez lui. Donc, ça sera généralement en fin de semaine et la moitié des vacances scolaires. On peut également prévoir un droit de visite médiatisé, à savoir dans un lieu neutre. On peut aussi décider, en fonction de la situation des parents, un droit de visite sans hébergement ou également une garde alternée. Alors, dans le cas où les parents sont tout à fait d'accord, comment est fixée cette date de visite? Alors, si les parents sont d'accord, donc lors de la procédure de divorce, on pourra, dans le cadre des mesures provisoires, fixer un droit de visite et d'hébergement qui sera en conformité avec la situation de fait, donc ça veut dire avec ce qui existe déjà, donc ça veut dire que le juge va homologuer cette situation. En cas d'accord, également, les parents non mariés n'auront pas forcément besoin de saisir le juge aux affaires familiales et là, effectivement, le droit de visite et d'hébergement se mettra en place en dehors de la voie judiciaire. Et lorsque les parents voudront avoir une décision de justice, ils pourront saisir le juge aux affaires familiales qui va homologuer leur situation de fait. D'accord, mais en outre, comment est fixé le droit de visite et d'hébergement à défaut entre chaque parent? Alors, si justement, en cas de désaccord, donc si justement les parents ne s'entendent pas, à ce moment-là, on va saisir le juge aux affaires familiales et là, le juge aux affaires familiales va trancher et il rendra une décision de justice, un jugement qui fixera le droit de visite et d'hébergement du parent. Et quelle est la forme la plus courante de droit de visite et d'hébergement? Alors, généralement, c'est un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite et d'hébergement déjà fixé juridiquement, à savoir par un jugement, peut-il être modifié au préalable? Oui. Donc le droit de visite et d'hébergement n'est pas figé, dans la mesure où la situation des parents peuvent changer. Donc ce qui veut dire que si par exemple un des parents déménage en dehors du département de la Guadeloupe, donc forcément, il voudra que son droit de visite et d'hébergement convienne à sa nouvelle situation. Si par exemple, il devait voir son enfant un week-end sur 2 ou la moitié des vacances scolaires, s'il déménage en France hexagonale, ça serait un petit peu difficile à le mettre en place. Donc, il va saisir le juge aux affaires familiales pour demander la modification de son droit de visite et d'hébergement. Donc, s'il peut être modifié, on peut penser qu'il peut être supprimé ou suspendu. Tout à fait. Le droit de visite et d'hébergement peut également être supprimé ou suspendu, mais là, il faudra justifier de motifs graves. Parce que chaque parent a le droit de maintenir une relation avec son enfant. Donc, généralement, les motifs graves, ça pourrait être des cas de violence. Donc, il faudra en justifier. Donc, le non-respect des visites d'hébergement est-il fixé par un jugement? Fait-il l'objet de sanctions? Alors, oui, tout à fait. Si on ne respecte pas le droit de visite et d'hébergement, on pourrait être sanctionné pénalement. Donc, notamment, si par exemple, justement, dans le cadre d'un jugement, on fixe un droit de visite et d'hébergement et le parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée ne respecte pas ce droit de visite et d'hébergement, il pourrait être condamné à une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. De plus, lorsque justement les parents vivent séparément, ils doivent justement s'informer de leur situation. Donc, ils doivent s'informer s'ils déménagent. Donc, si le parent... Pardon ? Je demande si c'est une obligation. Oui, vu qu'effectivement, il y a des droits qui sont fixés. Il faut savoir où l'autre parent réside. Après, il y a des tempéraments.
Donc il y a des tempéraments, s'il peut y avoir des cas de violence, on peut très bien prévoir dans un jugement que l'autre parent ne saura pas où réside l'enfant. Mais à ce moment-là, parce que lorsqu'on fixe le droit de visite et d'hébergement, généralement, on va fixer le lieu où on va récupérer l'enfant et le lieu où on le ramène. Donc si justement on est dans des cas particuliers, donc dans les tempéraments où le parent ne sait pas où l'autre parent réside, il faudra fixer dans le droit de visite et d'hébergement où l'enfant doit être récupéré. Ça peut être également un tiers de confiance qui pourra récupérer l'enfant mineur. Donc, si on n'est pas dans ces cas d'exception, donc il faut prévenir justement de sa nouvelle adresse. Donc, si justement le parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée déménage, il a un délai d'1 mois pour notifier sa nouvelle adresse à l'autre parent, et s'il ne le fait pas, il pourra être condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, à une peine d'amende de 7 500 €. Ah, quand même. Oui. Ah oui. Donc, dans tous les cas, il faut toujours respecter la loi si on regarde bien. Il faut respecter les droits. En fait, il faut respecter les droits de l'autre parent. D'accord ? Donc, après, effectivement, si c'est fixé dans un jugement, il faut respecter les dispositions du jugement. Et donc, papa, maman, sachez prendre vos responsabilités puisqu'il y a des sanctions, il y a des lois, effectivement. Merci Nathalie pour cette chronique fort intéressante. Mais pour l'heure, faisons un petit retour sur notre actualité puisque, comme nous vous le disions, le département a organisé hier les premières assises sur le sujet du gaspillage alimentaire. Elles se sont déroulées en présence d'un invité de marque, nous vous le disions, Guillaume Garot, député et ancien ministre délégué, auteur d'une loi votée en février 2016. Une loi donc pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Elles se sont tenues hier à Basse-Terre à l'initiative du conseil départemental. Les objectifs de ces assises étaient d'établir un état des lieux des pratiques dans notre département et élaborer une stratégie pour l'avenir. Voyons le reportage. Aujourd'hui, c'est un grand moment pour le conseil départemental, mais je crois surtout un grand moment pour la Guadeloupe. Parce que nous parlons des assises contre le gaspillage, mais je crois que nous devons être d'ailleurs beaucoup plus positifs pour une Guadeloupe durable. C'était important de réunir et de mettre en œuvre ces assises. Et puis très heureuse de voir que j'ai pu mobiliser un certain nombre de décideurs. Et commencer par monsieur le recteur, parce que c'est important de commencer par les petits. C'est en prenant en compte, je dirais, cette lutte contre le gaspillage, en s'adressant d'abord aux petits, les collégiens, les lycéens et plus tard les aînés, que nous pouvons, je dirais, réduire ce gaspillage. Son invité. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on reçoit Sloane Douared. Bonjour. Bonjour. C'est la responsable commerciale en communication de Ravinchaud. Effectivement. Alors dis-nous, Sloane, oui c'est bien ça, aujourd'hui, tu es venue nous parler d'un espace bien-être. Effectivement, donc dans le cadre de notre développement économique, l'espace thermoludique René Toribio de Ravinchaud, son nom exact, ouvre son espace bien-être. C'est-à-dire que maintenant, nos visiteurs pourront profiter de la baignade, mais également de soins, de prestations, de beauté. Quel type de soins exactement ? Alors, tout type de soins. Soins du visage, soins du corps, manicure, pédicure. Également, manicure aussi. Oui. D'accord. Également tout ce qui est enveloppement et épilation. D'accord, donc en plus de la baignade, dorénavant, on pourra venir se faire chouchouter. Voilà. C'est intéressant. Se faire masser, s'évader, voyager, parce que nous proposons également des prestations qui ont une petite connotation exotique. Donc, tout est fait vraiment au sein de la structure pour passer un bon moment et pour pouvoir en ressortir différents et mieux. D'accord, et elles sont faites sous forme de formule en fait ? Alors vous pouvez avoir des prestations à l'unité, mais vous pouvez également bénéficier de formules dans lesquelles on intègre tout ce qui est modelage, gommage et également la baignade. D'accord. Il y a possibilité de venir en comité, par exemple, Naïla, si on veut y aller. Et si on veut t'amener, Nathalie, en groupe, à partir de ce moment-là, vous établissez... Alors oui, c'est possible de venir en groupe. Bien sûr, le nombre sera limité par rapport à notre espace, mais il y a possibilité de venir en groupe, oui. Nous l'avons déjà fait. Dernièrement, nous avons reçu un groupe de retraités de la sécurité sociale et ils ont tous pu profiter de massages. D'accord.
Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est surtout qu'on sait que le centre est ouvert depuis bientôt 1 an. Plus d'1 an maintenant. Plus d'1 an, effectivement, c'était janvier 2016. Oui, effectivement. Alors, ce que moi je veux savoir, c'est depuis l'ouverture, est-ce que ce centre se porte bien? Est-ce qu'effectivement réunit tous les espoirs que vous avez mis dans l'ouverture de Ravenshoe? Alors, il faut savoir qu'on s'est quand même donné 3 ans pour analyser les répercussions, les retombées de la structure. Mais en quelques chiffres aujourd'hui, nous avons 1 an et demi pratiquement d'activité. Nous avons dépassé les 43 000 visiteurs. Donc c'est un chiffre qui est très prometteur et qui est en augmentation et qui risque d'être plus important l'année prochaine au bout de notre 2e année d'activité. Donc aujourd'hui, oui, ça répond aux attentes, à la demande de la population guadeloupéenne et lamantinoise également. Et nous organisons, nous faisons en sorte de proposer de nouvelles prestations complémentaires pour ajouter ce petit truc qui fait que les gens viennent à Ravenshoe. Effectivement, j'ai vu que vous avez diverses activités, donc qui passent à travers tous les âges. Oui. C'est-à-dire du plus âgé au plus jeune, les mercredis Timoun, Voilà, les concerts d'eau. Voilà. J'ai vu que vous avez fait pas mal d'activités. Effectivement. Et est-ce que la population y répond positivement? Alors oui, il y a vraiment un engouement pour les activités, les événements que nous organisons. Parce qu'il faut savoir que nous sommes une structure qui propose au quotidien des activités type natation, de remise en forme également comme l'aquagym, l'aquabike. On fait également des activités pour les tout-petits. Donc nous avons le jardin aquatique, l'aquabébé, donc vraiment pour les tout-petits. Mais on a également pour les futures mamans, on fait de la préparation à la naissance aquatique. Voilà, donc ça, ce sont les prestations que nous proposons au quotidien et nous avons quand même une programmation événementielle dont vous avez cité le mercredi à Timoun, donc qui est une après-midi récréative pour les enfants de 6 à 12 ans, donc on nous retrouve une fois par mois. On a eu au mois d'octobre le Concerto, donc qui était un événement, qui était un concept particulier et innovant et le public a vraiment répondu, a vraiment apprécié. Donc nous programmons un 2e concert pour 2018 et régulièrement, nous avons des événements comme cette semaine. Nous avons la semaine bien-être dans le cadre de l'ouverture de notre espace bien-être. Et justement, pour revenir à cette semaine bien-être, on dit durant laquelle on pourra profiter pour découvrir le Falun Gong. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors le Falun Gong, c'est une discipline que j'ai également découverte dans le cadre de mes rencontres et que dans le cadre de notre programmation, nous avons décidé d'intégrer à la semaine bien-être. Donc en fait, c'est un mélange de tai chi, yoga et méditation. Donc c'est vraiment une discipline qui est complète, qui a comme vocation première de se recentrer sur soi, de recentrer ses énergies, de canaliser ses énergies pour pouvoir les évacuer et pour tout simplement se sentir mieux à la fin d'une séance qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Alors c'est une découverte, mais c'est-à-dire que c'est une activité que vous allez, qui va être récurrente. Que nous pensons programmer régulièrement au sein de la structure, effectivement. Par contre, à l'ouverture, effectivement, parce qu'on avait été un petit peu très content le maire avait profité de ces jeunes de la montagne pour pouvoir un petit peu organiser tout autour, faire l'espace vert. Est-ce que ça continue? Est-ce que le développement de l'emploi au niveau de la montagne par rapport à Ravenshoe continue toujours? Effectivement, donc il y a un volet économique et social qui a été développé autour de Ravenshoe. Donc aujourd'hui, par exemple, pour l'entretien de nos espaces verts au sein de la structure, nous avons l'association Jeunesse Lamantinoise qui s'occupe de l'entretien au sein de la structure, mais également aux abords. Donc c'est sur la route pour se rendre à Ravenshoe, c'est cette association qui s'occupe de l'entretien des alentours en fait de la structure tout simplement. Donc oui, il y a un volet économique et social qui a été développé et qui perdure et que nous ferons perdurer aussi dans le cadre du développement de la structure. Donc on sait très bien qu'au niveau de Ravenshoe, qui je pense aura bientôt un label, c'est assez particulier. Je ne pense pas qu'il y en a plusieurs dans le monde, surtout la Guadeloupe. Pour l'économie de la Guadeloupe, c'est quelque chose de formidable. Oui. Y a-t-il des projets autres? Parce que je sais on avait ouvert son petit secteur et que par la suite, il devrait y avoir d'autres ouvertures. Est-ce que c'est en cours? Oui, alors aujourd'hui, nous sommes à la première phase de l'espace thermoludique. Donc il y a une 2e phase qui va être mise en place d'ici 2019-2020. Donc aujourd'hui, nous avons ouvert l'espace baignade. Très bientôt, nous aurons dans cette 2e phase la partie restauration et développement de tout ce qui est prestations, bien-être et paramédical également. Donc c'est quelque chose qui est en cours, qui va se faire, parce que c'est une structure à en devenir, comme j'aime si bien le dire. Donc c'est quelque chose qui va vraiment se développer dans les prochaines années. Et ça?
Oui, moi, j'aimerais savoir, Ravin Shod est accessible à partir de quel âge? Alors à partir de 2 mois. Dès qu'un bébé est partir de 2 vacciné, mois. oui, dès qu'un bébé est vacciné, il peut se rendre au sein de la structure avec ses parents, bien sûr. Donc vous faites de l'aquabébé, c'est ce qu'on dit? Oui, de l'aquabébé. Donc c'est une activité pour les tout petits, c'est surtout pour se familiariser avec le milieu aquatique dans un premier temps. Donc ça se fait avec un parent ou des fois avec les 2 parents. Souvent les 2 parents viennent parce qu'ils en profitent aussi pour se baigner, passer un moment avec leur enfant. Donc c'est vraiment une activité qui est réservée aux enfants alors plutôt 6 mois, parce que 2 mois c'est un petit peu jeune, de 6 mois à 2 ans. Et à partir de 3 ans jusqu'à 5 ans, on passe au jardin aquatique, qui est une activité pareille pour se familiariser avec le milieu aquatique, mais quand même un petit peu plus dynamique. Et également, on commence à apprendre aux enfants les prémices des différentes nages, tout simplement. Et après, on continue avec la natation enfant, la natation ado, la natation adulte. Et en fait, on accompagne un enfant jusqu'à l'âge adulte dans le cadre de la natation des activités aquatiques. D'accord. Autre question à double tranchant. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel pourcentage de la population vous touchez? Quelle tranche d'âge exactement? Alors, souvent, on me pose la question. Mais en fait, on a toutes les tranches d'âge, en fait, à partir de l'enfant jusqu'à la personne de plus de 100 ans. On vous pose la question justement parce que aux Antilles, ils ont pour habitude de dire que Ravin Shod, c'est entre guillemets, comme pour on les dit seniors. ici, vieux monde. Alors oui, souvent on nous met cette étiquette que c'est un lieu pour les seniors. Et en fait non, parce qu'on développe des activités pour répondre aux attentes de tout le monde en fait. Donc nous n'avons pas une cible senior en particularité. C'est vrai que c'est une part importante de nos visiteurs parce qu'on fait également des prestations pour eux. Et la réalité aussi, c'est que les seniors, comme j'aime si bien le dire, ils sont à l'université du temps libre. Donc ils ont le temps de venir passer des petits moments au sein de la structure. Mais on voit vraiment tout le monde et surtout des familles. On voit beaucoup de familles en fin de journée, le mercredi. Donc le mercredi chez nous, c'est la journée des enfants. Donc vous verrez des enfants toute la journée à Ravin Shod. Après le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, parce que nous sommes ouverts du mardi au dimanche, en soirée, on voit beaucoup de familles, des parents qui viennent après leur journée de travail, passer un moment avec leurs enfants, se détendre et profiter des vertus des eaux de Ravin Shod. D'accord, mais au niveau du peuple guadeloupéen, est-ce qu'ils sont réceptifs justement, ou alors est-ce que votre clientèle est surtout basée sur les touristes? Alors, nous touchons tout le monde. Donc, effectivement, on a la cible touriste pendant la période touristique. Donc, il y a un travail qui est fait sur ça avec toutes les organisations liées au tourisme. Mais après, sinon, tout au long de l'année, nous visons en priorité les locaux. Après, nous n'avons pas de région spécifique. Très souvent, on se rend compte que nous avons des clients qui viennent de Saint-Claude, de Bouillante, de Pointe-Noire, de Basse-Terre. Mais on a également des groupes qui nous viennent de Saint-François, du Moule. Donc, on touche vraiment tout le monde. Je pense que les gens veulent revoir. C'est vrai que Ravin Shod a quand même une belle histoire. Oui, il ne faut pas l'oublier. Belle histoire. Les gens qui arrivaient à Ravin Shod, c'était surtout effectivement en famille. Oui. Et je pense que cette image ne démérite pas et continue. Effectivement, nous souhaitons perdurer. Nous souhaitons continuer à promotionner cette image d'un lieu fait pour la famille, dans lequel on peut créer et également se remémorer des bons souvenirs en famille, entre amis, en amoureux. Donc oui, c'est sur ça que nous surfons sur cette vague-là, si on peut dire ça comme ça. Et donc, merci Sloane. Mais par contre, avant de remercier Sloane, on va quand même rappeler pourquoi Sloane est présente. Oui. Donc, c'est la semaine du bien-être spéciale ouverture qui va jusqu'à demain. Effectivement. Donc, demain, c'est notre dernier jour. Donc, il ne vous reste plus que 24 heures pour profiter. Il vous reste plus que 24 heures pour profiter des remises que nous proposons sur toutes nos prestations de l'espace bien-être, mais également demain venir découvrir le Falun Gong qui se déroulera à 17h au sein de la structure. Donc les visiteurs qui seront présents pourront bénéficier gratuitement d'une séance découverte de Falun Gong. Voilà. Il est 13h26, vous êtes toujours en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve après la pub. De retour sur le ZCL, voyons les titres qui avaient fait l'actualité aujourd'hui.
Ils ont défilé ce matin dans la rue du lycée de Bainbridge afin de se faire entendre. Les élèves s'étaient mobilisés. Ils étaient pour la plupart vêtus de rouge, une manière pour eux d'exprimer leur colère à travers cette couleur. Et puis nous sommes dirigés vers Sainte-Rose face à la Pointe-Nogent où se jouait une étrange partie de poker entre propriétaires terriens et des occupants ex-agriculteurs en colonnage ou fermage qui réclamaient des titres de propriété. Et nous avons fini le journal avec les premières assises sur le sujet du gaspillage alimentaire. Elles se sont déroulées hier en présence d'un invité de marque, Guillaume Garot, député et ancien ministre délégué européen, auteur d'une loi votée en février 2016 pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et pour l'heure, nous allons faire un petit retour sur l'actualité, puisqu'effectivement, conformément au souhait du Premier ministre, une attention particulière portée par chacun des ministres du gouvernement à la situation de la Dôme suite aux ouragans Irma et Maria. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, est depuis hier en Guadeloupe. Il devrait se rendre dès ce soir en Martinique et il sera également samedi afin de faire un point de la situation avec l'ensemble des acteurs des filières agricoles et agroalimentaires. Il présentera également les enjeux des états généraux de l'alimentation, avec notamment la construction de plans et de filières dans la perspective des assises de l'outre-mer. Et voilà, il est 13h34, le ZCL c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour un autre ZCL. Nous le rappelons, nous sommes toujours en direct de C10 FM 103 et de RHT 89.8.